Laïcité. 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 Bienvenue à l'UNSA Éducation pour notre série de podcasts dédiée à la laïcité. Une loi pour séparer les églises et l'État. Décembre 1905, la République française affirme un principe, la laïcité. En ouverture, j'aimerais vous demander votre définition préférée de ce terme de laïcité. C'est vrai, contient beaucoup à la laïcité, qui est d'ailleurs un des principes de base de la Constitution française. Cette laïcité, elle garantit à la fois la tolérance et la liberté de conscience. Mais disons, la laïcité permet à la société civile d'avoir sa propre vie. C'est ça le grand débat d'aujourd'hui. Mohamed Atia, notre délégué laïcité à l'UNSA Éducation, a rencontré Nicolas Cadenne. Nicolas Cadenne est actuellement au conseil d'administration de la Vigie de la laïcité. C'est un organisme indépendant et citoyen qui effectue une veille constante sur le sujet de la laïcité, partage des informations fiables à ce sujet. Il a été, de plus, pendant presque 10 ans, le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Et il lui a posé la question pas si simple que ça. Qu'est-ce que la laïcité ? C'est la liberté, l'égalité et la fraternité, la liberté de conscience, de croire, de ne pas croire, de plus croire, de recroire, qu'importe. L'égalité de toutes et tous devant la loi, devant l'administration publique, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur croyance. Et c'est ce qui concourt à la fraternité, à l'idéalisme de la fraternité, puisque c'est ce qui va permettre également la citoyenneté commune. Nous avons toutes et tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, quelles que soient nos appartenances propres. Et nous respectons, nous devons de respecter l'autre dans sa conviction ou dans sa croyance. Ce qui permet cette déclinaison des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Après, il peut aussi y avoir une définition plus juridique qui rappellerait que la laïcité, c'est la séparation en France, la séparation des organisations religieuses, des églises, avec un « et » majuscule, donc tout culte, et de l'État, de toute l'administration publique, ce qui conduit bien sûr à ce que l'État, à ce que l'administration publique et ceux qui représentent cette administration publique, ceux qui exercent un service public, sont neutres pour garantir un traitement tout à fait égalitaire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à celles et ceux qui pensent que la laïcité, c'est une affaire d'interdiction ? Alors, ce n'est pas avant tout une affaire d'interdiction. La laïcité, c'est d'abord une liberté. C'est ce que rappelait Aristide Briand, qui est donc le principal auteur de la loi de 1905, qui fonde notre système laïque français pour l'essentiel. Donc, c'est avant tout une liberté, mais évidemment, parfois, ce principe de laïcité, pour sa juste application, suppose quelques interdictions, quelques restrictions, parce que c'est un équilibre, la laïcité, entre la garantie des libertés individuelles, mais aussi le respect du cadre collectif. Parce que, eh bien, il faut assurer le commun, le fait qu'on fait ensemble. Donc, évidemment, certaines de nos libertés doivent parfois être limitées pour garantir ce faire ensemble. Donc, il peut y avoir des restrictions, mais c'est dans un second temps. Les restrictions, j'en ai parlé déjà d'une, c'est notamment la neutralité de ceux qui exercent un service public, parce que ils doivent garantir leur impartialité et la neutralité de l'État et de l'administration qu'ils représentent vis-à-vis de toutes et tous, vis-à-vis de tous les citoyens à qui ils délivrent un service public, qui eux ne doivent pas considérer, ne doivent pas penser que l'État, l'administration publique pourrait avoir une orientation partisane, parce qu'effectivement, quand on exerce un service public, on ne représente pas son individualité, on représente l'administration dans son ensemble, neutre et impartiale, une entité donc beaucoup plus large que nous-mêmes, égalitaire vis-à-vis de toutes et tous. Donc ça, c'est une des restrictions. Vous avez d'autres restrictions à l'école qui vont concerner exceptionnellement des usagers. Parce que normalement, les usagers, par la laïcité, sont tout à fait libres d'exprimer des convictions et des croyances, encore que ils ne peuvent pas pour autant perturber l'ordre public. Donc, dans la rue ou autre, vous pouvez évidemment vous habiller comme vous voulez et porter des signes religieux si vous le souhaitez. Bien entendu, vous pouvez pas pour autant contraindre autrui à porter la même chose que vous ou à croire en la même chose que vous. Et pour les usagers des écoles, collèges et lycées publics, donc les élèves du primaire et du secondaire du public,
on leur demande la discrétion. On ne leur demande pas d'être neutres, comme le sont les enseignants ou les personnels. On leur demande en revanche d'être fortement discrets, puisqu'ils ne peuvent pas manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par le port d'un signe d'une tenue. Donc, en gros, on leur interdit les signes religieux ou les tenues religieuses ostensibles, mais aussi tout comportement évidemment ostensiblement religieux. C'est-à-dire que on leur demande d'être discrets. Ils peuvent porter des signes discrets, des petits pendentifs par exemple, mais ils ne pourront pas porter de foulard ou voile, de kippa, de turban sikh, de kessa bouddhiste, etc. Parce qu'il a été considéré en 2009 par le législateur qu'il était important dans une phase d'apprentissage des bases du savoir, quand on est à un âge où on est mineur, quasiment tout le temps, donc jeune enfant, adolescent, de pouvoir acquérir ces bases du savoir sans pression, sans influence d'aucune sorte, et pour que chacune et chacun puisse développer librement ses opinions, ses convictions, après avoir acquis ces bases du savoir de manière objective, par un enseignement qui est objectif, celui délivré par l'Éducation nationale. Nous lui avons aussi demandé comment et pourquoi les agents publics, et particulièrement ceux travaillant dans les métiers de l'éducation, doivent-ils être les premiers relais de la défense de la laïcité? Parce que ces agents publics, en effet, ils représentent l'administration publique qui est neutre et impartiale, mais qui est aussi là pour garantir la laïcité en ce qu'elle doit garantir, je le disais, l'égalité de toutes et toutes devant le service public qu'ils représentent. L'école, tout le monde doit être accueilli à l'école, quelle que soit leur appartenance propre. Tout le monde doit recevoir le même enseignement, quelle que soit sa condition, son appartenance propre. Et ça, ce sont les agents qui le portent et qui le représentent. Comment est-ce que vous arriveriez à convaincre un élève du primaire ou du secondaire qui vous dirait que justement, la laïcité, c'est pour lui l'interdiction, parce que dans le supérieur et à la faculté, il ne sera pas forcément soumis à cette obligation et à ces règlements, et qu'à l'étranger, il verra peut-être qu'on n'est pas soumis aux mêmes règles. Oui, tout à fait. D'abord, en rappelant le sens profond de cette loi de 2004, il ne s'agit pas non plus d'imposer une neutralité à leur égard, mais simplement de leur demander d'être discrets, parce qu'effectivement, on est dans une période d'apprentissage et qu'il est pas mal pour eux qu'ils puissent librement développer leur esprit critique, librement développer leur convictions ou opinions, grâce à des savoirs qu'ils ont acquis dans cette période du primaire et du secondaire, sans aucune influence excessive, pour que ce soit véritablement leur volonté propre. Donc c'est aussi leur expliquer que cette loi a été conçue dans un sens où il s'agissait de leur permettre de développer leur idée librement. Ça ne concerne que lorsqu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont dans cet apprentissage des bases du savoir et de tous les outils qui leur permettront de forger leurs propres opinions. Mais évidemment, quand ils sont adultes et citoyens, et pleinement citoyens, ils disposent de tous les droits d'un citoyen, ils peuvent voter, ils peuvent faire état de leurs convictions et opinions par le vote. Et donc là, ils ont déjà acquis toutes les bases du savoir, et donc il n'y a plus lieu de leur demander d'être discrets en quoi que ce soit. Ils peuvent assumer des convictions ou des opinions, et puis les autres en face d'eux seront assez grands, évidemment, pour s'y opposer s'ils ne sont pas d'accord et débattre avec eux dans le respect mutuel. Donc évidemment, quand on est à l'université ou dans l'enseignement supérieur, cette loi n'a plus de raison de s'appliquer, on n'est plus dans cette phase d'apprentissage des bases du savoir. Après, effectivement, peut-être leur rappeler que cette loi n'existait pas avant 2004, donc il n'y avait pas cette interdiction, qu'elle s'est imposée parce qu'il a été constaté des influences excessives, justement, des pressions parfois dans certains établissements qui pouvaient biaiser la construction d'un esprit libre, et que donc il a été considéré plus utile d'assurer cette construction personnelle en évitant certaines influences trop fortes de camarades de classe notamment. Dans d'autres pays, il n'y a pas la même règle, mais la sociologie n'est pas forcément la même. Il n'y avait pas le constat peut-être de ces mêmes influences. Et puis pour autant que si, parfois, il y a aussi le constat d'influence néfaste à l'étranger. Pour autant, ça se passe pas forcément mieux. C'est-à-dire que même à l'étranger, il y a des situations où il n'y a peut-être pas cette même règle, mais pour autant, le faire ensemble, la vie commune n'est pas aisée du tout, et parfois
Ce sont des gens qui vivent les uns à côté des autres sans vivre ensemble, une fois qu'ils sont plus grands. Ce sont des enfants qui se retrouvent à l'école, mais qui, à l'extérieur de l'école, vivent dans leur communauté d'appartenance, sans se mélanger, ce qui n'est pas forcément souhaitable dans une république, dans le modèle que l'on se fait de la France, où on aimerait que tout le monde se mélange davantage. Et puis ensuite, d'ailleurs, je dis ça, mais ça renvoie aussi à nos propres échecs en France et à la nécessité en France aussi de diversifier nos publics scolaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, effectivement, on a des écoles qui ne sont pas assez mélangées, on le sait, et il est important de mélanger les publics au sein des écoles avec des enfants qui viennent de toutes conditions sociales, de tout horizon culturel et notamment religieux s'ils sont croyants. Tout cela est très important et ce n'est pas assez le cas évidemment en France. Ça, c'est vrai qu'il faut aussi reconnaître nos échecs. De même que dans l'habitat, les quartiers ne sont pas assez mélangés. Il est important de beaucoup plus mélanger nos quartiers d'habitat, nos clubs sportifs. Enfin, effectivement, on a encore beaucoup de travail à faire en France. Cette loi ne suffit pas à résoudre le problème du vivre et du faire ensemble, c'est évident, même si ça va, à minima, normalement, empêcher certaines pressions excessives dans la formation de ses propres convictions et de ses propres opinions. Alors oui, il y a d'autres règles ailleurs dans le monde, mais ça se passe pas toujours mieux ailleurs dans le monde pour autant. Ensuite, il y a aussi des spécificités, évidemment, à certains pays comme la France. La France est un pays très sécularisé, c'est-à-dire où sa population est quand même très majoritairement assez éloignée de la religion. Même quand elle est croyante, elle est moins pratiquante que d'autres populations d'autres pays. Et c'est ça aussi qui explique cela, c'est pour ça aussi que c'est un pays où cette règle a pu s'appliquer peut-être plus que dans d'autres pays. C'est que c'est un pays, voilà, où il y a moins de croyants qu'ailleurs. Vous avez la moitié de la population à peu près qui ne croit pas. C'est très rare dans le monde. On fait partie, la France, des 10 pays les moins croyants, les moins pratiquants aussi. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une distance vis-à-vis des religieux qui est peut-être plus forte que dans d'autres pays. Alors donc, selon le modèle républicain, vivent les uns avec les autres et donc les uns à côté des autres. Et pour finir cet entretien, nous lui avons demandé, peut-on encore aujourd'hui parler de religion à l'école, sujet particulièrement d'actualité? Bien sûr, l'école ne doit pas pour autant être un endroit où on ne peut pas parler de ses convictions ou de ses religions. Déjà, les élèves peuvent en parler entre eux lors de la cour de récréation, avec la limite bien sûr qu'il n'est pas de contraindre l'autre à penser comme soi. Il peut y avoir du débat, de l'échange, mais il n'est pas question de contraindre son camarade à penser comme soi, même à croire comme soi-même. Bien sûr que non, là ce serait du prosélytisme abusif, hein. On ne peut pas contraindre autrui, on doit garantir la liberté de croire ou de ne pas croire et chacun pense comme il entend. Mais évidemment qu'on peut parler de religion, il serait même dommageable de ne pas du tout parler des courants de pensée et des courants religieux dans le monde, parce que c'est, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui est dans notre monde et dans le quotidien des élèves aussi, et qui fait l'actualité de ce monde parfois. Donc il est important de comprendre les courants de pensée et les courants religieux, pas que les religions, mais aussi les courants de pensée d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a l'enseignement laïque des faits religieux qui peut être délivré en classe de manière interdisciplinaire, donc dans toutes les matières. Il n'est pas toujours assez parce qu'on demande aux professeurs de tout faire et qu'ils ne peuvent pas tout faire, et puis parce qu'aussi ils sont peut-être pas suffisamment accompagnés et formés sur cette question extrêmement sensible des courants religieux, des faits religieux. Bien entendu, il ne s'agit pas du tout de faire du catéchisme ou de la théologie, il ne s'agit pas de délivrer un enseignement confessionnel, surtout pas. L'école publique, elle est laïque, donc elle ne marque pas d'adhésion à un culte en particulier, à une religion en particulier, elle ne fait pas la promotion d'un culte par rapport à un autre ou autre. En revanche, elle doit donner des clés de compréhension sur ce qui nous entoure dans le monde, et notamment donc, les faits religieux. Et donc, elle doit traiter des faits religieux en tant que faits sociaux. Donc, les professeurs peuvent parfaitement parler religion en tant que faits sociaux pour expliquer la diversité des courants de pensée et des courants religieux dans le monde, au sein même d'une religion, pour expliquer la diversité de croyances et de pratiques d'une même religion. En réalité, on peut avoir des expressions et des comment dirais-je, des appréciations de tel ou tel courant religieux au sein d'une même religion, comme on peut aussi expliquer la libre pensée, le rationalisme, donc les courants de pensée qui ne sont pas directement religieux ou qui ne sont pas rattachés à un dogme. Tout cela est très important pour que les élèves comprennent
la complexité du monde qui les entoure et appréhendent de meilleure manière les faits religieux qui parfois font l'actualité autour du monde, et aussi pour faire tomber un certain nombre d'a priori, de préjugés que l'on peut avoir sur telle ou telle croyance, et du coup sur les personnes qui adoptent ces croyances. Mais de rappeler aussi notre histoire ici de ce pays où il y a eu des guerres de religion, des oppositions extrêmement violentes entre personnes vivant dans ce pays du fait de leur appartenance propre et du fait de leur religion qui n'était pas forcément la même, ou de leur appréciation qui n'était pas forcément la même. Et ça a conduit à des conflits terribles, des guerres de religion très violentes, puis des discriminations qui ont perduré pendant des siècles. Donc la laïcité, il faut le rappeler toujours, elle a été pensée pour d'abord assurer la paix civile et faire en sorte justement que des personnes puissent vivre et faire ensemble au sein d'un même pays, même s'ils pensent différemment. Et pour conclure chaque épisode de cette série dédiée à la laïcité, nous avons demandé à chacun de nos invités de se prêter au petit jeu d'argumenter en une seule phrase seulement en quoi la laïcité est-elle un facteur d'apaisement. C'est l'outil qui permet de créer du commun alors qu'on ne pense pas pareil. C'est ce principe qui va à toutes et tous vous permettre la liberté de croire ou de ne pas croire, l'égalité de traitement, quelles que soient vos appartenances propres, et qui va concourir à l'idéal républicain de fraternité. L'INSA Éducation remercie Nicolas Cadenne d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode de notre série dédiée à la laïcité. L'INSA Éducation, c'est 23 syndicats qui représentent tous les métiers de l'éducation, de l'enseignement agricole, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture, et qui vous accompagnent tout au long de votre carrière. Car pour notre fédération, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.